C'est l'heure de l'information sur la TV7. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Les titres, les voici. L'exécutif togolais a récemment procédé à la rectification de la loi de finances exercice 2023. Résultat, les budgets de certains départements gouvernementaux ont été revus à la hausse. Lesquels et pourquoi? Restez avec nous, vous le saurez. Et pendant ce temps, le pays a connu une baisse de son taux d'inflation. Évalué à 6,6% en août dernier, il s'est chiffré à 6,2% au mois de septembre. Quels en sont les facteurs qui ont permis cette performance? Les précisions dans cette édition. Au-delà de nos frontières au Nigeria, mauvaise nouvelle pour l'opposition et fin du contentieux. Ce jeudi, la Cour suprême du Nigeria a rejeté les appels des deux candidats de l'opposition qui contestaient l'élection de Bola Ahmed Tinubu à la présidentielle de février dernier. Nous vous ferons le point. Et conflit israélo-palestinien, tôt jeudi, un immeuble résidentiel à Khan Younis, près de camps de déplacés, a été la cible d'une nouvelle frappe aérienne israélienne. Le bilan fait état d'au moins une personne tués et de plusieurs blessés. Israël promet détruire le Hamas. C'est tout pour les titres de ce soir. Nous passons au développement tout de suite. Mesdames et messieurs, rebonsoir et bienvenue. Suite à la rectification de la loi de finances exercice 2023, les budgets de certains départements gouvernementaux ont été revus à la hausse. Ceci pour poursuivre et renforcer les efforts engagés dans certains secteurs particuliers. On va en détail dans cet élément conjointement réalisé par Promise Pomegbe et Kofi Klégué. En raison de la conjoncture internationale, régionale et nationale, marquée par plusieurs facteurs, la loi de finances exercice 2023 a été rectifiée. Le budget national, autrefois d'une valeur de 1957,9 milliards de francs CFA, s'est équilibré en recettes et en dépenses à 1975,5 milliards de francs CFA, soit une hausse de 0,9%. En effet, l'on évoque les solutions urgentes ayant entraîné la croissance des besoins exprimés par certains ministères. L'idée est de poursuivre et renforcer les efforts engagés sur plusieurs plans, à l'instar de la sécurité, la santé, les réformes structurelles, l'amélioration du climat des affaires et autres. Dans les détails, de 42 milliards de francs CFA initialement, les ressources prévisionnelles actualisées du ministère de l'Économie et des Finances s'établissent à 45 milliards de francs CFA. Le budget du ministère du Développement à la base a connu une hausse de 3% et s'établit à 29 milliards de francs CFA au lieu de 28 au départ. En raison du projet d'assurance maladie universelle AMU, le ministère de la Santé a vu son budget rectificatif s'établir à 138 milliards de francs CFA. Le budget initial alloué à la défense nationale a connu une augmentation de 48 milliards de francs CFA et s'établit à 167 milliards de francs CFA, justifié par les défis sécuritaires auxquels le pays fait face. Le budget du ministère du désenclavement et des pistes rurales a aussi été porté à la hausse du fait des travaux prévus pour atténuer la situation dégradante de plusieurs ouvrages de franchissement et tronçons prioritaires du réseau des pistes rurales dans le pays. Le ministère de l'Agriculture, celui du Sport et des Loisirs, mais aussi le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat ont également enregistré une progression de leurs prévisions dans le cadre de la rectification de la loi des finances, exercice 2023. Et à partir du 1er janvier 2024, une convention collective pour les gens de mer rentrera en vigueur au Togo en renfort aux dispositions légales déjà disponibles. L'accord a été adopté par le pays le 24 octobre dernier. Quelles sont les précisions autour de l'initiative? Voici le compte rendu de Gloire Lodonou et de Bernard Quinvy. Le Togo a adopté une convention collective pour les gens de mer qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024. Ce document vise à appuyer le développement du secteur maritime et à prévenir toute forme de traitement inhumain à l'égard des travailleurs de mer. La convention collective a été élaborée avec la participation de tous les acteurs de l'économie bleue au Togo, marins, employeurs, personnel maritime, travailleurs portuaires, pêcheurs, entre autres. Elle a été officiellement remise le 24 octobre 2023 par le ministre de l'économie maritime, de la pêche et de la protection côtière Kokou Edem Tengue.
Selon le ministre, la convention collective des gens de mer du Togo est un document qui incarne l'engagement de l'État envers les droits, la sécurité et le bien-être de ceux qui travaillent courageusement en mer pour assurer la livraison des denrées alimentaires, des médicaments et des biens essentiels pour l'économie mondiale. La convention collective vient compléter les dispositions juridiques nationales existantes, notamment la loi 2006-010 du 13 décembre 2006 portant Code du travail et la loi 2016-028 du 11 octobre 2016 portant Code de la marine marchande. Elle prend en compte les aspects liés à l'emploi des gens de mer et au congé. Elle considère également le règlement des litiges, les préavis, les conditions de rapatriement du marin et les situations de décès et de disparition en mer. La convention collective est conforme à la Convention du travail maritime de 2006 de l'Organisation internationale du travail OIT qui établit des normes minimales pour les conditions de travail des gens de mer. La convention collective est saluée par les syndicats des marins togolais. Ces derniers y voient un signe d'espoir pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Notons que le ministre a annoncé que ces séances de sensibilisation au respect de la convention collective seront organisées à l'endroit de tous les acteurs concernés afin que son application ne souffre d'aucune ambiguïté. Du mois d'août à septembre 2023, le taux d'inflation est passé de 6,6% à 6,2% sur le plan national. Information communiquée par l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques à INSED. On va en détail avec cet élément de Jessica Rallo commenté par Nadège Arlia. Le coût de la vie au Togo est en baisse. Selon les données de l'Institut national de la statistique des études économiques et démographiques INSED dans leur dernière parution, le taux d'inflation est passé de 6,6% en août à 6,2% en septembre. Cependant, cette baisse concerne le prix des produits alimentaires qui ont diminué de 2,4% et s'applique généralement au domaine des loisirs et culture qui a connu une diminution d'1,4%. Ces chiffres ont provoqué une descente de 0,5% de l'indice national harmonisé des prix à la consommation INHPC par rapport à son niveau d'août 2023. En général, le taux d'inflation a diminué, mais une hausse moyenne de 0,6% des lignes de consommation est à constater dans certains secteurs tels que le logement, le transport, l'eau, l'électricité, les articles d'habillement, les boissons non alcoolisées, le tabac et les stupéfiants. Selon le gouvernement, le taux d'inflation global a quitté les 7,8% au mois de juin 2022 pour atteindre 6,2% à fin juin 2023, une performance rendue possible grâce aux mesures prises pour atténuer les tensions inflationnistes. Pour rappel, le taux d'inflation devrait atteindre les 2,6% en 2024. L'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a ouvert une procédure de sanction à l'encontre de Move Africa au Togo. Une décision faisant suite à des manquements observés du 19 au 25 octobre dernier, période au cours de laquelle le service mobile monnaie Flows de Move Africa a été indisponible. On retrouve les détails sur cette nouvelle décision de l'ARCEP avec ce reportage de Claire Gagnon et de Bernard Quinvy. Pendant la semaine du 19 au 25 octobre, les utilisateurs du service Flows de Move Africa Togo ont subi une interruption de service sur tout le territoire togolais, entraînant des conséquences négatives sur la vie quotidienne et sur les activités professionnelles de nombreux individus. Malgré les mesures prises aujourd'hui par Move Africa, l'opérateur de téléphonie mobile pour résoudre la situation, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes ARCEP a annoncé ce 25 octobre l'ouverture d'une procédure de sanction à l'encontre de Move Africa Togo. Cette sanction est liée à l'indisponibilité du service Flows et au manquement de l'opérateur de téléphonie mobile à informer correctement les consommateurs en cas de perturbation ou d'interruption de service. Move Africa Togo est accusé de ne pas avoir respecté 2 articles de son cahier de charges, notamment l'article 27 alinéa 1 concernant la disponibilité constante et continue de ces services et l'article 37 alinéa 4 relatif à l'obligation d'informer en cas de perturbation
ou d'interruption de service. La nature de la sanction reste encore à déterminer. Vu l'importance capitale des services financiers mobiles dans la vie quotidienne des Togolais, l'ARCEP invite les opérateurs de téléphonie mobile du Togo, notamment Togocom et Move Africa, à respecter rigoureusement leur engagement en garantissant une disponibilité permanente, continue et régulière de l'ensemble de leurs services, en particulier les services de transfert d'argent sur tout le territoire. Par ailleurs, rappelons qu'en mars 2023, l'ARCEP avait ouvert une procédure de sanction contre Togocom et Move Africa pour mauvaise qualité de service. Question que vous vous posez certainement également, quelle est la situation actuelle quant à l'employabilité des jeunes au Togo? La situation s'améliore plutôt de 6,5% en 2011. Le taux de chômage est passé à 3,9% en 2017. Cependant, des efforts se poursuivent toujours pour l'améliorer davantage. Les précisions de Jeannette Toy dans ce reportage. Les chiffres du chômage récemment publiés au Togo révèle une tendance positive marquée par une baisse significative du taux de chômage. Cette évolution suscite l'optimisme car elle promet d'améliorer la vie des Togolais. Le Togo, pays d'Afrique de l'Ouest en développement, s'est traditionnellement reposé sur l'agriculture, le commerce et les infrastructures légères. Le chômage, notamment chez les jeunes, a longtemps été un défi majeur. Cependant, les investissements étrangers, la diversification de l'économie et des politiques gouvernementales favorisant la création d'emplois ont contribué à cette réduction du chômage. Les données montrent une amélioration notable du taux de chômage au fil des années, passant de 6,5% en 2011 à 3,9% en 2017. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution positive, notamment la croissance économique, la diversification de l'économie, l'infrastructure améliorée et les programmes de formation. Aussi, plusieurs stratégies ont été développées par les autorités du pays, ceci en vue de soutenir l'emploi. Celles-ci portent sur des incitations fiscales, des réformes du marché du travail, un soutien aux petites entreprises, des zones économiques spéciales et une stratégie nationale de développement. Malgré ces succès, des défis subsistent, notamment le sous-emploi, les inégalités et l'inadéquation des compétences. Plus de peur que de mal le 19 octobre dernier au sein de l'école primaire publique de Takmapieni, située dans la région des Savanes. Selon certains sites d'information, des bâtiments du dit établissement se seraient écroulés suite à de fortes précipitations. En note une élève blessée. Les détails de Jessica Halo à travers la voix de Nadège Arleja sur le sujet. Après l'effondrement du mur d'une salle de classe de l'école primaire publique de Ngobo Ablita qui a provoqué la mort de 2 élèves, c'est au tour de l'école primaire publique de Takmapieni dans la région des Savanes, plus précisément dans l'Oti Sud, à 16 km de Gando, d'être la cible d'un nouvel effondrement. En raison de la forte averse qui s'est abattue sur la zone, les infrastructures précaires de l'EPP de Takmapieni n'ont malheureusement pas pu résister. Les apatam servant de classe se sont effondrés le jeudi 19 octobre dernier. Plus de peur que de mal, au bilan, une élève de CE1 blessée à la tête qui a dû recevoir des soins. Selon les informations, elle serait hors de danger. Pour garantir la sécurité des élèves et leur donner la possibilité de poursuivre les cours, les autorités locales et les parents d'élèves seraient en concertation pour trouver une solution. Un regard minutieux devrait être porté à l'égard des infrastructures scolaires sur la totalité du territoire togolais pour éviter des effondrements qui se multiplient. Fait plus ou moins choquant, selon la Banque mondiale, près de la moitié de la population togolaise continue pas se mettre à l'aise à l'air libre, ceci malgré les efforts consentis. Une pratique certes très récurrente en milieu rural, mais qui n'est pas cependant absente en milieu urbain également. D'ailleurs, source de plusieurs pathologies, le sujet a fait objet d'un récit et voici le compte rendu de Bernard Kanvi et d'Ignonam Ariambli. Selon les données de la Banque mondiale relayées par le site d'information lomeactu.com, 40% de la population togolaise continue de pratiquer la défécation à l'air libre. Les zones rurales sont les plus touchées par le phénomène avec 50% dans la région des plateaux et près de 67% dans les savanes. Alors que depuis 2014, le gouvernement et ses partenaires combattent cette pratique qui a de lourdes conséquences sur la santé de la population.
Elle propage entre autres des maladies telles que le choléra, la diarrhée et la dysenterie. De façon globale, la pratique diminue régulièrement, mais son élimination d'ici 2030 est l'un des objectifs de développement durable ODD. Toutefois, cela nécessite une accélération substantielle de l'utilisation des toilettes améliorées, notamment dans les milieux vulnérables. Face à la situation, il faut donc que l'État investisse davantage et en permanence dans la contribution, l'entretien et l'utilisation des latrines publiques et autres services de base. Actualité au-delà de nos frontières, ce jeudi, la Cour suprême du Nigeria a rendu son verdict en ce qui concerne l'appel contre les résultats de l'élection présidentielle de février dernier déposé par l'opposition. Tout comme la Cour d'appel du pays, la Cour suprême reconnaît Bola Ahmed Tinubu comme le président dûment élu du Nigeria. C'est un jugement qui met fin à un contentieux électoral qui dure depuis plusieurs mois. La Cour suprême du Nigeria a finalement validé les résultats de l'élection présidentielle du 25 février, remportée par le candidat du parti au pouvoir, Bola Tinubu. En février, près de 25 millions de personnes avaient voté lors de ce scrutin, marqué par des retards dans le décompte des voix et par des défaillances dans le transfert électronique des résultats. Les électeurs ainsi que l'opposition avaient alors dénoncé des fraudes massives. À l'issue de ce vote contesté, Bola Tinubu a été déclaré vainqueur avec 37% des suffrages. L'ancien gouverneur de Lagos est arrivé premier devant Atiku Abubakar, candidat du principal parti d'opposition, et Peter Obi, un autre opposant quasi inconnu mais très populaire auprès des jeunes Nigérians. Pourtant, après l'élection, la commission électorale avait elle-même reconnu qu'il y avait eu quelques problèmes dans le processus de vote. Cette décision de la Cour suprême n'est pas surprenante, car jusqu'à présent, aucun tribunal n'a annulé une élection présidentielle depuis la fin du régime militaire dans le pays en 1999. Cela fait bien des mois que la monnaie nigériane, le naira, connaît une forte dépréciation par rapport au dollar américain, une situation qui n'est pas sans répercussion sur l'économie. Cependant, qu'est-ce qui l'expliquerait en réalité? Les éléments de réponse dans ce reportage. La récente chute libre du naira par rapport au dollar américain a provoqué un choc et une inquiétude généralisée au Nigeria. La monnaie locale a atteint un niveau record de 1200 naira pour $1 sur le marché noir, un jour après que le naira a de nouveau chuté sur le marché officiel, faute d'une pénurie persistante de dollars. Le dollar n'est pas disponible car les opérateurs des banques ne peuvent plus obtenir de devises qu'auprès de leurs clients. Alors pour l'instant, ce sont ces clients qui contrôlent le marché. Cette semaine, la monnaie de la plus grande économie d'Afrique s'est négociée à la baisse à 1330 naira pour $1 sur le marché noir. Cette dépréciation constante du naira est attribuée à des pénuries persistantes de dollars dans le système financier et ce dernier continue de faire face à une demande croissante de billets verts. Pour stabiliser la situation, il faut que l'offre soit supérieure à la demande. Il fut un temps où l'on trouvait des dollars partout où l'on allait, dans les banques, dans les aéroports. Je pense donc qu'il faut ouvrir davantage de guichets pour que les gens puissent avoir librement accès aux dollars. Pour cet économiste, le Nigeria n'a pas besoin d'importer, il recommande aux autorités de se référer aux politiques des années 80. Renforçons les entreprises locales comme Innoson Motors. Laissons chaque fonctionnaire conduire nos véhicules pour ralentir les importations de Toyota. Et à long terme, nous devons cesser de demander des dollars et remplacer tout ce que nous consommons par des produits locaux dans le cadre de l'industrialisation par substitution des importations. Ainsi, nous diminuerons notre dépendance au dollar. C'est ce que nous devons faire pour sauver notre économie. La mesure à long terme est donc d'augmenter la production pour être autosuffisant. C'est ce que les autres pays font et nous devons faire pareil. Nous n'avons plus à importer les biens et les services que nous consommons au Nigeria. Les experts estiment que la dépréciation continue du naira a d'énormes répercussions sur l'économie locale, mais également sur l'ensemble des pays de la CEDEAO.
Nous partons pour l'Afrique du Sud. Depuis lundi dernier, des centaines d'ouvriers travaillant sur le site de la mine d'or Gold One sont restés coincés sous terre. Hier, ils ont réussi à refaire surface. Selon les informations, ils y auraient été enfermés pour avoir réclamé leur appartenance à l'AMCQ, ce à quoi s'opposerait la direction de la mine d'or Gold One. Les précisions sur le sujet avec ce reportage. Les quelques 500 mineurs sud-africains restés sous terre depuis lundi à la suite d'un conflit entre syndicats rivaux sont tous remontés à la surface mercredi. La direction de la mine d'or Gold One et l'un des deux syndicats impliqués, la NUM, affirme que ces mineurs étaient retenus en otage. Au moins 563 personnes qui étaient prises en otage sous terre dans la mine de Gold One ont été libérées et sont enfin dehors. Nous sommes donc très heureux. Hier, nous avions annoncé qu'il s'agissait d'une prise d'otage et tout le monde refusait de nous croire. Les développements d'aujourd'hui ont prouvé au monde entier que la NUM avait raison de dénoncer cette prise d'otage. L'AMCU, syndicat rival de la NUM, affirme qu'une majorité écrasante de mineurs ont signé pour adhérer à son syndicat, mais que la direction de Gold One leur refuse une représentation officielle, ce qui a déclenché un mouvement social. Le conflit est simple. Nous le répétons depuis plusieurs jours. Les travailleurs revendiquent leur appartenance à l'AMCU, ne veulent pas ou ne veulent plus adhérer à la NUM. La direction de la mine ainsi que la NUM refusent par tous les moyens d'accorder à l'AMCU une reconnaissance au sein de l'entreprise. Même si la majorité des mineurs étaient mobilisés, une centaine d'ouvriers de cette mine située dans la banlieue de Johannesburg avaient déclaré avoir été retenus contre leur gré sous terre. Une enquête va être ouverte pour agression et enlèvement. L'offensive israélienne se poursuit sur la bande de Gaza. Tôt dans la matinée de ce jeudi, un immeuble résidentiel à Khan Younis a été la cible d'une nouvelle frappe aérienne israélienne. Un bilan, au moins une personne décédée avec plusieurs blessés. Voici les images. Une frappe aérienne israélienne a touché jeudi un immeuble résidentiel à Khan Younis, près d'un camp de déplacés situé dans le sud de la bande de Gaza. Au moins une personne est décédée dans cette attaque et plusieurs autres ont été blessés. Mohamed, le propriétaire de cet immeuble, explique que ce dernier servait de refuge pour les habitants de la zone ayant perdu leur maison. C'est un immeuble de 4 étages. Les personnes déplacées s'y réfugiaient souvent. Nous dormions en toute sécurité lorsque soudain une explosion s'est produite. Comme vous pouvez le constater, la maison s'est effondrée. Au moins 15 personnes ont été blessées. Ma belle-sœur et ma nièce ont été tuées. Nous accueillons des personnes déplacées du côté est. Elles sont toutes venues ici, au centre de ce camp, pour se mettre à l'abri. Mais la maison a disparu et nous remercions Dieu quand même. À Gaza, les équipes de secours ont continué jeudi à rechercher des survivants alors que la guerre se poursuit entre Israël et le Hamas pour une 20e journée. Plus de 2400 personnes ont été tuées sur le territoire israélien selon le gouvernement. Le ministère de la Santé de Gaza lui affirme que plus de 7000 Palestiniens ont été tués au cours de la guerre. Bonne nouvelle pour Gianni Infantino, le président de la Fédération internationale de football FIFA, dans le cadre d'une enquête ouverte contre lui par le tribunal suisse portant sur des réunions non divulguées que le patron de la FIFA aurait eues avec Michael Lauber, l'ancien procureur général de la Suisse. L'affaire est désormais close. Victoire judiciaire pour le président de la FIFA, Gianni Infantino. La procédure pénale ouverte en Suisse suite à des rencontres secrètes en 2016 entre lui et Michael Lauber, qui dirigeait alors le parquet fédéral, a été classée sans suite. L'annonce a été faite ce jeudi par un communiqué signé des deux procureurs chargés de l'enquête. La note précise que les soupçons de l'instrumentalisation du ministère public de la Confédération suisse par la FIFA n'a pas été étayé au cours de l'enquête. Au contraire, ils ont été refutés. De son côté, la FIFA a fait part de son extrême satisfaction de voir ce dossier finalement clos. Quant à Michael Lauber, l'ancien patron du parquet fédéral suisse avait été contraint à la démission en 2020, soupçonné entre autres d'abus d'autorité et de favoritisme.
Ce sera donc tout pour l'actualité de ce soir. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Retrouvez demain Nadège Arlidja pour une nouvelle édition. Bonne suite de soirée et d'ici là, portez-vous bien.